Du coup, l'idée d'avoir une formation sur la révolution allemande, c'est d'avoir une formation sur une expérience révolutionnaire qui dure 5 ans quand on prend la première phase du processus, mais surtout avec la construction d'un mouvement ouvrier de masse, un parti communiste, un parti révolutionnaire de masse, et en même temps poser la question de l'évolution de la conscience de classe, la question de l'indépendance de classe, la question de la construction du parti, la question de la prise du pouvoir à un moment donné, comment toutes ces questions se posent de manière dynamique. Alors l'Allemagne, parce qu'on va parler de la période 1918-1923, il faut bien comprendre qu'on est très loin des pays capitalistes de l'époque. C'est un pays qu'on peut qualifier de pays capitaliste avancé, très industrialisé, qui connaît une forte industrialisation à l'approche de la guerre, avec une classe ouvrière massive, très importante. On peut être très loin de la vision même de la classe ouvrière française, un peu décentralisée, etc. En fait, en Allemagne, on a une évolution à partir de 1910-1912, avec la construction d'usines de masse, entre 10 000 et 30 000 ouvriers dans certaines régions. Donc voilà, de comprendre cette notion de comment est constituée la classe ouvrière en Allemagne, de comprendre que l'Allemagne n'est pas une démocratie bourgeoise, c'est un empire, voilà, avec une famille qui règne depuis très longtemps et qui n'a occupé aucune tâche démocratique, de centralisation, etc. Bon, ça a assez peu d'importance, ça part sur la première phase, mais c'est comprendre ces éléments-là et que tout va changer, en fait, à l'approche et au moment de la guerre et à la suite, quand l'explosion révolutionnaire va arriver. Donc c'est une classe ouvrière nombreuse, formée, voilà, techniquement, concentrée, voilà, dans des grosses usines, et surtout qui a un parti de masse. C'est le Parti social-démocrate allemand, voilà, avec 1 million d'adhérents, voilà, des milliers de journaux, 4 millions de voix aux élections. Il contrôle 2 millions de personnes syndiquées. Donc, même Rosa Luxembourg dira que le Parti social-démocrate allemand, c'est la classe ouvrière. C'est un parti de masse qui organise la vie quotidienne des ouvriers, des écoles de formation, des chorales, des écoles de jeunes, etc. Et en fait, la vie de la classe ouvrière est organisée, enfin, d'une frange très importante de la classe ouvrière, est organisée autour de ce parti-là. Et c'est un parti qui se revendique, bon, à l'époque, du marxisme, voilà, qui va former ses militants au marxisme, au socialisme, et qui a un poids réel dans la classe ouvrière. Alors pour expliquer un peu voilà, sur la notion d'une petite anecdote, vous avez un congrès, quand on sent l'approche de la guerre, c'est le congrès de Stuttgart, qui dit, face à l'arrivée de la guerre de 1914-1918, on va utiliser la guerre pour renverser le capitalisme. Vous avez des militants du Parti social-démocrate allemand qui arrivent devant les usines et qui disent « Camarades, rappelez-vous la notion et les motions que nous avons votées au congrès de Stuttgart ?» Et les ouvriers répondent par l'affirmative, disent « Oui, on s'en rappelle, nous sommes prêts. » Bon, c'est pas ça qui va se passer. Ils vont pas tenter de renverser le capitalisme parce qu'en fait, vous avez une évolution face à la massification du Parti social-démocrate allemand, face à la démocratisation de la société. Vous avez l'arrivée en fait de courants réformistes dans le Parti social-démocrate allemand qui vont commencer à théoriser qu'en fait la classe ouvrière est tellement nombreuse qu'il devrait arriver au pouvoir de manière naturelle par les élections et surtout que dans une période de guerre, ils devraient défendre leurs institutions allemandes parce qu'elles sont plus démocratiques que le camp d'en face avec la Russie tsariste. Et que le problème n'est plus la bourgeoisie allemande, mais la bourgeoisie tsariste. Alors, du coup, vous allez avoir le Parti social-démocrate allemand, qui est une machine de guerre, qui s'était prononcé contre la guerre, clairement, qui avait fait des congrès internationaux pour dire qu'il fallait être contre la guerre, qui va voter les crédits de guerre le 25 juillet 1914, non, le 4 août 1914, pardon, au nom de la défense des institutions allemandes. Et là, en fait, bon, c'est un choc terrible, même dans le mouvement marxiste international. Lénine lira ça dans un journal et se dira, en fait, c'est pas possible, c'est une invention.
Mais c'est ça la réalité, vous avez un vote. Vous avez dedans certains militants qui s'y opposent, Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, mais ils ne prendront pas de position publique. Voilà, aucune position publique là-dessus, et en fait ils votent les crédits de guerre, et c'est le début de la Première Guerre mondiale, avec voilà, la classe ouvrière qui va servir, voilà, qui va aller à la boucherie et avec des millions de morts. Voilà. Et surtout, dès que vous allez avoir la prise de position de l'opposition comme Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, vous allez avoir une forme de répression très importante avec la mobilisation de Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg qui va être mise en prison. Là-dessus, Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, eux, ils vont réussir à constituer une opposition dans la période, mais ce n'est pas eux qui vont prendre la première initiative. Parce que la guerre, ça a des conséquences, hormis voilà, le fait d'être en guerre et d'entraîner des centaines de milliers de morts par mois. C'est aussi une crise économique, c'est l'augmentation des prix. Et donc vous allez avoir la première forme d'opposition, c'est une manifestation de femmes à Berlin le 28 mai 1915, avec, en réponse à l'échelle nationale, des émeutes dans certaines villes contre l'augmentation des prix, contre le fait qu'il n'y ait pas assez à manger pour tout le monde. Et face à ça, en fait, cette opposition, qui est toute petite, qui n'est pas organisée, va commencer à prendre des initiatives. Ils vont appeler à une manifestation le 1er mai 1916, où il y aura 2000 personnes pour dénoncer la guerre, pour exiger la paix. Bon, Karl Liebknecht va se faire arrêter, et vous avez, face à ça, lors de sa comparution en procès, une augmentation du nombre de manifestants et de grévistes, avec 55 000 grévistes dans les usines de Berlin. Alors cette accélération, elle se fait petit à petit, liée à la situation en fait, de crise que produit la guerre, la faim, etc. Mais aussi parce que certains militants de l'opposition à la guerre, dans le Parti social-démocrate, commencent à se poser clairement la question, en fait, de prendre des initiatives. Mais cette opposition, elle n'est pas encore structurée. Elle va se structurer très tardivement, en fait, parce que dans le Parti social-démocrate, il y a un régime de terreur lié à la guerre. Les journaux qui s'opposent à la guerre sont interdits. On dénonce certains militants à la police. Mais en fait, vous allez avoir une scission dans le Parti social-démocrate allemand sur la question de la guerre, entre d'un côté le Parti social-démocrate indépendant, on va appeler les indépendants après, et dedans, voilà, la Ligue spartakiste avec Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, qui sont en fait des révolutionnaires. Donc ça, cette scission, elle apparaît parce qu'il y a des débats théoriques, mais parce que ça correspond aussi à une augmentation de la colère face à la guerre, des questions qui se posent. Et du coup, voyant ça, cette situation, voyant la révolution russe de 1917, la Ligue spartakiste va prendre une initiative et dire il faut manifester contre la guerre le 28 juin 1918, et vous aurez 400 000 grévistes le 28 juin, le 29 juin, vous en avez 500 000. Le problème posé, il est simple, manif de masse contre la guerre, pour la paix, une grève très importante, ils n'ont pas réfléchi à ce qu'il fallait faire après. Voilà, vous avez 500 000 manifestants, mais on ne sait pas quoi en faire. Donc du coup, voilà, ça redescend un peu, mais la colère, elle est là, elle est très, très importante. Et en fait, l'évolution de la guerre fait que, tout le monde sait que l'Allemagne perd la guerre. Voilà, c'est des défaites militaires. C'est en partie chez les soldats des désertions de masse pour voilà, rejoindre le camp russe avec la révolution russe. Tout le monde le sait, la bourgeoisie sait qu'elle va perdre la guerre, donc ils vont essayer d'avoir un petit plan pour se dire, bon, quand même, il va falloir qu'on s'en sorte un peu mieux vu qu'on va perdre. Donc vous avez un secrétaire d'État qui est là depuis 15 ans, qui va écrire « Il faut prévenir le bouleversement d'en bas par la révolution d'en haut ». Donc il va falloir s'organiser pour faire en sorte que tout se passe bien. Pour eux, ils avaient un plan de démocratisation en se disant « Bon, on va perdre la guerre, donc il vaut mieux y aller en mode sympa, créer une démocratie, voilà, et se poser les questions après ». Et en fait, vous avez une autre frange, l'armée, qui eux se disent « On ne peut pas perdre la guerre, c'est pas possible. Donc on va y aller comme des brutes, on va prendre une initiative, on va tenter une offensive, quitte à se faire massacrer contre la marine anglaise. » Et c'est ça qui va déclencher en fait le processus révolutionnaire de novembre 1918. C'est cette tentative d'offensive militaire
mais parce que ça va la déclencher, parce qu'en fait, depuis 2 ans, vous avez une augmentation de la confrontation, la question de la guerre. Voilà, bon, en fait, les gens, ils en ont marre, ils veulent la paix, mais aussi la révolution russe, qui montre un modèle quand même à atteindre. Donc, vous avez sur le processus, la première vague révolutionnaire, donc 1918, vous avez une tentative donc d'une partie de l'armée de lancer une offensive sur la marine, et en fait, tout le monde sait que ça va être un massacre. Voilà. C'est face à la marine anglaise, tout le monde sait que ça va être un massacre. Donc vous avez les métallos des bateaux qui s'organisent, voilà, avec des militants révolutionnaires de la Ligue spartakiste qui vont dire non, en fait, on va pas y aller comme ça, on va se faire massacrer. Voilà, nous, on veut pas se faire massacrer pour une guerre qu'on a déjà perdue, pour des chefs qui en ont rien à foutre de notre vie. Et donc, ils vont préparer en fait le soulèvement. Donc, c'est-à-dire, ils auraient eu des fichiers Excel, ils auraient fait des fichiers Excel, mais ils vont noter, voilà, qui est du côté du soulèvement, qui a une arme, et ils disent, bon, le moment où ils disent vive l'empereur, nous on dira vive Rosa Luxembourg, vive Karl Liebknecht, on va hisser le drapeau rouge, et puis bon, on n'ira pas à une mort certaine. En fait, ils font ça, donc ils se font arrêter. Mais en fait, lorsqu'ils se font arrêter, ils sont déplacés dans une autre ville. Mais en se faisant déplacer dans l'autre ville, vous avez la classe ouvrière et les soldats sur place qui disent « Ah ben non, c'est pas possible. Enfin, on a perdu la guerre, ils ont raison. » Et donc, ils vont les libérer en attaquant la prison militaire. Ils vont les récupérer. Et c'est ça qui va déclencher à l'échelle nationale le processus révolutionnaire. Alors, ce processus révolutionnaire, il va se faire par mimétisme dans plein d'endroits. C'est-à-dire révolte, manif de masse, bon tout le monde se révolte contre la guerre, c'est un moyen de changer les choses, nous on en a marre, on y va, et en même temps, à des endroits où ça va être excessivement préparé par les militants du parti indépendant et du parti de la Ligue spartakiste, qui vont faire des tours d'usine, qui vont dire il faut qu'à telle date on lance l'insurrection, et en même temps qu'ils font ça, vous avez un développement du modèle démocratique qui existe, qui est le modèle russe, qui sont les soviets. Et donc vous avez, dès qu'il y a un soulèvement, la présence de conseils ouvriers et de soldats. Alors je reviendrai dessus juste après, mais vous avez des cadres d'organisation de la classe ouvrière et des soldats en révolte pour discuter, diriger et décider le soulèvement. Dans ce cadre-là, vous avez des endroits où c'est très préparé. Alors on va prendre le cas de Berlin, parce que bon, c'est la capitale, hein, c'est quand même l'endroit où vous avez une concentration très importante quand même de l'armée, de l'État, des ministres, etc. Donc ils le préparent, ils font des tours d'usine, des tours d'établis, des tours des chaînes pour faire bon, est-ce que toi t'es prêt à te soulever? Ouais, d'accord, etc. Donc ils avaient prévu, voilà, parce qu'ils sont très organisés, ils se disent, nous on a prévu une date, c'est le 11 novembre. Donc on va faire le 11 novembre. C'est un débat hein, quand même. Les militants les plus révolutionnaires, ils voulaient le faire avant, mais les autres, ils disent faut préparer. Voilà, et ils vont en débattre publiquement. C'est-à-dire que vous avez même des journaux écrits où ils disent bon, nous on a un bête de plan d'insurrection, c'est tel jour, on défonce la bourgeoisie. Bon, et ça publiquement dans des journaux. Le problème, c'est que le gars qui a les plans, il se fait arrêter. Donc là, ils se disent bon, on va peut-être lancer l'insurrection avant. Et donc en fait, vous avez le gars se fait arrêter le 8. Le 9 novembre, il diffuse des tracts le matin en disant bon c'est parti, il faut se soulever, on fait la grève. Et en fait, vous avez dans Berlin quelque chose qui est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que vous avez de tous les quartiers ouvriers de Berlin une lente descente de millions de travailleurs dans un calme le plus total qui avance vers le centre, vers le Reichstag, le palais de l'empereur, et qui, dès qu'ils voient une caserne, l'ouvrent, libèrent les soldats qui étaient enfermés par les officiers, et disent, bon, la guerre est finie, nous on veut tout changer. Alors c'est ce qui se passe, et la bourgeoisie fait quelque chose de très intelligent, il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire, on va éclater les manifestants, en même temps c'est des millions de personnes, ils se cachent. Vous n'avez pas la police. Vous n'avez rien. Vous avez juste la classe ouvrière, en masse, en manif, en mouvement organisé,
qui descend calmement, et vous avez l'impression qu'en fait la bourgeoisie n'est plus. Elle a disparu comme par magie. Et donc en fait à ce moment-là, c'est une grève générale à l'échelle de l'Allemagne, une insurrection armée par certains endroits, et vous avez l'apparition de ces conseils ouvriers à l'échelle nationale. Donc, du coup, le pouvoir, à une échelle très large pour les travailleurs, ils se disent, c'est bon, on a tout renversé, ils sont devant le palais de l'empereur, devant le Reichstag, il n'y a plus l'ancien monde en face d'eux, et on va avoir une petite différence, c'est que vous allez avoir d'un côté le Parti social-démocrate qui va monter à la tribune du Reichstag et qui va dire « Vive la République allemande !» parce que la bourgeoisie allemande et l'Empire vont dire maintenant, il va falloir quand même calmer les choses, et donc on va mettre en place une démocratie. Sachant que le Parti social-démocrate allemand se disait au début, on ne va pas mettre des ministres, on va juste être chancelier de l'empereur. C'est même l'Empire et la bourgeoisie qui leur disent, bon les gars, nous on pense que l'Empire, c'est fini, il faut mieux mettre une démocratie bourgeoise, ça a l'air plus sympa, ça va plus calmer les gens que l'Empire. Et de l'autre côté, au niveau du palais impérial, vous avez Karl Liebknecht qui dit, nous on veut, nous c'est simple, vive la République socialiste allemande, vive le pouvoir des travailleurs. Et donc vous avez deux courants du mouvement ouvrier, le Parti social-démocrate allemand, réformiste, et les courants révolutionnaires qui proposent deux choses. Vous n'avez plus d'empire, voilà. La bourgeoisie semble avoir disparu, mais en vrai, la bourgeoisie elle s'organise avec le Parti social-démocrate allemand pour reprendre la main, reprendre le pouvoir. Et dans ce cadre-là, vous avez l'apparition de cadres de pouvoir ouvrier, donc les conseils ouvriers et de soldats. Donc, simple, c'est des travailleurs qui décident par eux-mêmes, alors avec des différences entre certains endroits. Il y a certains endroits, par exemple, ça va être dans l'armée, il y a quand même pas mal d'officiers, parce qu'il n'y a pas d'expérience de ce que c'est que, en fait, le pouvoir ouvrier. Souvent, on vote pour celui qu'on connaît le plus, donc pas mal d'officiers. Vous avez un autre endroit qui était le deuxième lieu de soulèvement à Kiel. Vous allez avoir un gars qui s'appelle Nosk, qui est quelqu'un du Parti social-démocrate, et qui, 3 mois plus tard, va être le gars qu'on va appeler le chien sanglant de la Révolution, parce qu'en fait, c'est lui qui va organiser l'affrontement et la répression du mouvement ouvrier révolutionnaire. Mais vous avez ces éléments-là. Il y a d'autres endroits, des conseils ouvriers de soldats que nous, on pourrait dire purs, c'est-à-dire des gens élus démocratiquement par leurs collègues dans leur usine avec des délégués. Et donc tout le monde se dit, il y a ces conseils ouvriers de soldats, c'est eux qui dirigent. On a un modèle, c'est la Russie. On va faire un congrès, des conseils. Bon, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a un congrès des conseils qui arrive, alors, j'ai juste posé une question, c'est ce qui me reste. Oui. Ah, d'accord, on m'avait dit que ça coûtait une, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Non, mais je vais essayer. Donc, il y a les conseils ouvriers, désolé, congrès des conseils, donc, qui va être appelé. Donc, vous avez d'un côté le SPD, parti de masse, historique, très organisé, légèrement bien plus que les révolutionnaires, parce que les révolutionnaires, en fait, c'est 2000 personnes. La Ligue spartakiste, avant novembre, au max. Du coup, un poids différent, surtout que les révolutionnaires, ils disent, nous on a un modèle, congrès des conseils, conseil ouvrier, pouvoir aux travailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très clair. Leurs militants savent pas trop, ils n'ont pas trop de vision de ce qu'il faut faire après le congrès des conseils. Et en fait, du coup, vous avez un parti social-démocrate qui est plus massif, plus implanté, plus reconnu, et qui, lui, a un plan clair, c'est de dire, on a gagné, on va faire une république, on va faire des élections, et puis, comme on est majoritaire, on va gagner, et tout va changer. Et en fait, c'est ça qui fait que, en fait, le Parti social-démocrate sort en partie vainqueur de cette période. Les militants révolutionnaires n'étaient pas organisés, c'était la première expérience de soulèvement des travailleurs, et donc en fait, eux ils sortent
gagnant du congrès des conseils ouvriers. Il y a une autre forme de pouvoir qui s'appelle commissaire du peuple, donc en mode, bon, on est un peu quand même des gauchistes, mais en fait c'est les ministres, hein, voilà, qui existent à côté. Mais en même temps, donc vous avez une situation réelle de double pouvoir, ça c'est la première chose. Un SPD qui gagne, mais en fait, c'est une chose qui est plus compliquée que ça, que de dire le SPD a gagné. C'est vrai, sur les votes des congrès des conseils, ils ont gagné. Mais en vrai, sur la réalité de ce qui s'est passé, sur l'évolution de la conscience de classe, ils ont déjà commencé en partie à perdre. Parce que, en fait, les travailleurs, ils se sont soulevés, il y a eu une grève générale, une insurrection, l'existence de conseils ouvriers et de soldats auxquels les travailleurs sont réellement attachés, étroitement attachés, parce que c'est leur cadre d'organisation, c'est le cadre qu'ils ont construit dans le cadre d'un processus révolutionnaire. Donc leur mettre en cause, ça serait remettre en cause leurs décisions, leur vie. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, et comprendre aussi qu'ils se sont soulevés, ils voulaient la fin de l'Empire, ils voulaient la fin de l'augmentation des prix, ils voulaient la fin de la guerre, mais quand ils vont rentrer au boulot, le connard de patron, le connard de cadre qui les faisait chier tous les jours, bah, il est toujours là. Et en fait, leur situation, elle n'a pas changé en tant que telle. Et c'est pour ça que vous aurez, je vais revenir dessus après, une déclaration de Rosa Luxembourg qui est très juste, je vais le dire maintenant, qui explique très simplement qu'en fait, quel que soit demain ou les jours d'après, le résultat et la solution de la crise sera un arrangement provisoire, un château de cartes. À très court terme, la force primitive de la révolution, les luttes économiques, barreront d'un trait tous ces calculs. La révolution reprendra son inlassable travail quotidien. Elle explique ça, alors que le congrès des conseils, c'est le SPD qui est majoritaire, que la situation de le pouvoir est là, mais il y a bien une compréhension que les travailleurs, bah, ils n'ont pas compris qu'en fait, ils se sont fait confisquer le pouvoir au moment de ce congrès des conseils. Et qu'en même temps, le Parti social-démocrate, en tout bon réformiste, ils ont peur d'une chose, c'est la révolution. Et donc, ils vont organiser, faire en sorte, clairement, que ça ne se passe pas. Et donc, ils vont créer ce qu'on appelle les corps francs, donc les Freikorps, donc groupe paramilitaire d'extrême droite, qui aura comme objectif d'aller éclater les ouvriers dès qu'ils se soulèveront, voilà, simplement, et il leur donne tout pouvoir, parce qu'en fait, quand la police avait disparu lors du processus révolutionnaire, quand en partie l'armée avait basculé, ils se sont dit, bah nous, il nous faut des troupes claires pour défendre les intérêts capitalistes, les intérêts des institutions, etc. Alors, du coup, je vais aller très vite, et je m'excuse d'aller vite sur janvier 1920, c'est comprendre que cette phase-là, quand Rosa Luxembourg a dit qu'il va y avoir une explosion des grèves, ça se passe, à une échelle de masse. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on multiplie par 10 le nombre de travailleurs en grève par rapport à l'année d'avant, on multiplie par 7 le nombre d'entreprises touchées, voilà, hein, pour donner un chiffre, 5 millions de journées un jour, enfin l'année d'avant, 48 millions de journées de grève l'année d'après. Ces grèves, elles existent pour une raison simple. En fait, c'est parce que, bah, il y a une remise en cause, enfin les gens se rendent compte qu'ils se font toujours exploiter, les prix continuent à augmenter, la bourgeoisie se dit, bon bah ils se sont soulevés une fois, on va tenter quand même encore de leur défoncer la gueule, etc. Et il y a surtout la prise de conscience qu'il y a une force du côté des travailleurs. Il y a la conscience a augmenté, et la compréhension qu'ils étaient une force importante, elle est claire dans leur tête. Donc à ça, il y a des tentatives, à chaque fois qu'il y a une grève, bah, du coup les corps francs, ils se déplacent, et la première chose que font les corps francs, c'est s'attaquer au conseil ouvrier de soldats, parce qu'en fait, pour en finir avec la situation de double pouvoir, et après, ils se chargent des grévistes. Le problème, c'est qu'en fait, ces grèves, c'est limite, vous savez, en vélo, il y a le Tour de France, il y a le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie, bah, c'est pareil. Ces grèves, elles font le tour. C'est-à-dire que ça se déclenche à un endroit, puis à un autre endroit, et donc le corps franc, il se balade. Il fait, bah, je fais Stuttgart un jour, je fais Düsseldorf de l'autre, je vais faire tel jour, etc., une autre ville. Parce que personne a la force d'organiser ça. Personne cherche à l'organiser clairement à l'échelle nationale.
Parce que les seuls qui auraient pu poser un peu ce truc-là, c'est le Parti communiste allemand, qui a été créé, en gros, le 31 décembre 1918. Il y a 12 000 militants. La seule force qui est en face, c'est le Parti social-démocrate indépendant, 700 000 personnes, mais qui n'a pas vraiment de plan pour changer les choses. Voilà, ils hésitent, ils ne savent pas trop quoi faire. Et donc en fait, vous allez avoir ce phénomène, et en même temps, qui va servir à quelque chose, c'est-à-dire que quand en fait, vous avez un tour des corps francs, bah, ça libère des villes. Et à Berlin, du coup, ils se disent, bah, ils sont partis. Donc il va y avoir une petite grève. Selon les chiffres, c'est 300 à 800 000 manifestants pour la journée de 6 heures. La bourgeoisie, elle se dit, bon, c'est quand même un peu chaud là, ça recommence. Donc ils lâchent sur la journée de 7 heures. D'autant plus qu'en fait, vous aviez à certains endroits la classe ouvrière qui s'était dit, bah en fait, nous on veut la journée de 6 heures, on a nos conseils ouvriers. Bon, bah le patron il n'est pas d'accord, c'est pas grave. Hein. On va faire 6 heures, hein. C'est tout ce qu'on veut. Hein. Et ils sortent. Voilà. Et donc là, ils se disent, bon, c'est une situation qui est instable. Situation instable d'autant plus qu'en fait, ils se disent, bon, il y a eu les élections, le Parti social-démocrate est majoritaire, on va faire une constitution. Et souvent, en histoire, on dit, c'est la République de Weimar. Vous savez, on apprend, mais on n'explique jamais vraiment pourquoi c'est con, ils ont fait ça à Weimar et pas à Berlin. Bah, c'est simple, c'est parce qu'à Berlin, c'était la grève, il y avait le conseil ouvrier de soldats, et donc en fait, il y avait une crainte que cette assemblée constituante, bah, qui va créer la constitution, elle soit prise par les conseils ouvriers. Et en fait, ils vont créer une république où dans la constitution, on dit, bon, il y a les institutions bourgeoises, normales, mais il y a les conseils ouvriers, voilà, ils existent. Et c'est vrai qu'il faut faire avec eux. Alors, on ne leur donne pas le pouvoir hein, quand même, parce qu'on dit à la fin, c'est le ministre qui doit décider. En plus, c'est un gros gauchiste parce qu'il va s'appeler le ministre de la socialisation. Bon, le gars quand même, il envoie plus souvent les corps francs dans les mines, plutôt qu'il cherche à socialiser quoi que ce soit, mais il s'appelle ministre de la socialisation. Mais en fait, vous avez cette situation de double pouvoir qui va se retranscrire même dans la Constitution. Et face à ça, vous avez une frange de la bourgeoisie qui dit non mais c'est plus possible, c'est le bordel. Il y a des grèves tout le temps, on doit envoyer des paramilitaires, c'est pas possible, donc on va en finir. Et en fait, vous avez en 1920, je vais passer aussi vite là-dessus, bah, une tentative de putsch le 13 mars 1920 par un mec de l'armée, Von Kapp. Il se dit on va rétablir quelque chose un peu fort, on va refaire fonctionner tout ça clairement, et puis ça ira. Le problème, c'est qu'il est en face de lui une classe ouvrière, organisée, qui a l'habitude, qui a un niveau de conscience très important, qui a fait l'expérience de la grève générale et que ça fonctionnait, et il va se dire, bah, le gars, on ne sait pas trop qui c'est, parce qu'il n'est pas connu, mais par contre, c'est l'armée, il ne va pas faire grand-chose. Et en fait, vous avez un appel à la grève générale. Donc le gars arrive, rentre dans le Reichstag avec des soldats et se dit bon, je vais imprimer des affiches, je vais envoyer des télécommunications pour dire hé les gars, on a le pouvoir. Le problème c'est qu'il y a la grève. Il ne peut pas imprimer d'affiches, il ne peut même pas faire un appel par télécommunication pour dire les gars, on est au pouvoir. Vous avez une grève générale à Berlin, de masse, au bas mot. Selon les historiens, la classe ouvrière est à 99% en grève. Voilà. Voilà. Bon, vous imaginez la force de frappe que c'est. Ils ne peuvent rien faire. Vous avez dans d'autres villes un début de confrontation armée contre les militaires, des attaques de casernes par la classe ouvrière. Et là, vous allez avoir un truc qui va se poser, c'est que le Parti communiste allemand, qui avait dit les sociodémocrates sont des réformistes, c'est des traîtres, etc. Ben, comme c'est des traîtres qui sont au pouvoir pour eux, ils se disent ben, le coup d'État, c'est pas notre problème. C'est pareil que les sociodémocrates. Et donc ils vont pas agir au début. Quand la grève générale, vous avez quasiment toute la classe ouvrière qui est en grève. Les gars disent bon non,
c'est pas notre combat. Bon, ils sont un peu à côté de la plaque, clairement. Les sociodémocrates, ils vont dire, les syndicalistes voilà, vont dire, en fait, nous, on veut poser quelque chose, c'est-à-dire qu'on sait que c'est des courants réactionnaires en face, on sait que c'est l'armée. Nous, on veut un gouvernement ouvrier. On veut un gouvernement des syndicats et des partis ouvriers, et on veut purger l'armée de tous les éléments réactionnaires. Bon, comme personne ne réagit vraiment face à ça, le Parti communiste appelle à la grève 2 ou 3 jours après le début de la grève générale. Bon, tout le monde est dans les choux, retour à la normale. Mais par contre, expérience de masse, conscience de la force de la grève, comme libération de temps, comme bélier contre les institutions, comme bélier contre l'État. Début de question sur la confrontation armée et l'autodéfense. Et on commence à poser la question du pouvoir. Parce qu'on a eu 18, 19, 20, où vous avez 2 fois en fait une tentative de question de pouvoir, de manière différente, mais vous avez une tentative de poser la question du pouvoir. Et surtout, l'augmentation de la conscience, elle va faire une chose, c'est qu'en fait, à une échelle de masse, la classe ouvrière va commencer à tirer des bilans et faire un déplacement vers la gauche. Le Parti communiste allemand qui était 12 000 en 19, le Parti social-démocrate indépendant qui était 700 000, vous avez une scission dans le Parti social-démocrate indépendant pour rejoindre le Parti communiste allemand. Mais une scission majoritaire. Voilà. Donc vous avez l'apparition d'un Parti communiste de masse lors de cette situation. Et en fait, comme ils n'avaient pas pris d'initiative en 1920 lors du putsch de Cap, le Parti communiste allemand, ils se disent on est massif, on sent le truc, on va prendre l'initiative. Et en mars 21, je passe très vite là-dessus, ils se disent on est massif, on est la classe ouvrière, allez, on prend le pouvoir en tente l'insurrection. Tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, même dans des villes, moins de grévistes que de militants du Parti communiste. Parce qu'en fait, ça ne correspondait à rien. Ils vont tenter d'appeler à la grève générale, il va y avoir des soulèvements, mais en fait, ils tentent une initiative dans une situation en fait, qui n'était pas révolutionnaire, et surtout que les partis communistes allemands, il va même dire c'est la faute des travailleurs qui étaient trop passifs. C'est pas nous, d'avoir lancé le truc tout seul. Voilà, c'est qu'en fait, les travailleurs étaient trop passifs. Et donc en fait, vous avez un problème, et je vais faire ma dernière partie, vous avez un problème à ce moment-là, c'est que en fait, vous avez une classe ouvrière qui a une expérience de masse, un parti communiste qui était de masse, mais qui en fait n'a pas compris en fait qu'on ne peut pas systématiquement inverser le curseur. Dire on n'a pas pris le pouvoir en 1920 alors peut-être qu'on aurait dû. Du coup on va tenter en 21 de prendre le pouvoir. Bon alors que ça se posait pas. Et surtout que le parti communiste, alors selon les chiffres, avant 21 c'est 250 à 350 000 personnes, voire 400 000. Oh il n'est plus là. C'est 78 000 personnes après. Parce qu'ils ont mené une politique totalement erronée. Et en fait, vous avez donc ça, et vous avez l'arrivée de l'année 23, l'année où en fait la question de la révolution elle se pose clairement en Allemagne. C'est une république en crise qui n'arrive pas à se stabiliser. Voilà. Vous avez une zone de l'Allemagne qui est occupée, voilà, par l'armée française. Vous avez le traité de Versailles qui impose toute une série de choses à la République et aux institutions, et ils sont décrédibilisés à une échelle de masse. Et vous avez une augmentation du poids de l'extrême droite qui s'organise paramilitaire et qui commence en fait à mener une réelle politique pour poser aussi la question du pouvoir dans certaines régions. Et donc la crise en Allemagne, première chose, c'est que crise de l'extrême droite, c'est-à-dire que vous avez le gouvernement, qui était un gouvernement de parti social-démocrate, là il change. Parce qu'en fait, tout le monde voit bien que les choses, elles n'ont pas évolué.
voilà, depuis 18, vous avez le Parti social-démocrate au pouvoir, ça ne change pas. Et donc vous avez un gouvernement, le gouvernement Cuno, qui est de droite conservatrice, qui arrive au pouvoir par les élections, parce que le SPD n'a rien pu changer en réalité. Donc ça donne des ailes à l'extrême droite. Ça va faire en sorte que l'extrême droite va en fait assassiner des militants, attaquer des grèves, etc. Et donc du coup vous allez avoir la question de l'autodéfense ouvrière qui va se poser à une large échelle. C'est-à-dire qu'on va créer des centuries ouvrières en Allemagne. Des groupes organisés dont l'objectif est de s'opposer à l'extrême droite, défendre les grèves, et s'il faut, c'est pas juste se défendre gentiment, mais c'est se défendre avec des armes à feu. Donc vous avez la constitution de ces centuries ouvrières, l'extrême droite, et une crise économique sans précédent. Pour donner un exemple sur la première période de 23, 1 dollar, ça vaut 31 700 marks en mai 23. Le 1er août, ça vaut 1 103 000 marks. Une petite augmentation, voilà ce qu'on appelle l'inflation. Face à ça, la classe ouvrière voit sa situation se dégrader. Très large échelle, voilà. Chômage qui apparaît de masse, alors qu'avant ça n'existait pas vraiment. Et donc vous allez avoir une explosion du nombre de grèves à l'échelle nationale. Voilà. Sur la question des salaires, sur la question des conditions de travail, sur la question voilà, des licenciements qui explosent. Et là-dedans, vous avez le Parti communiste allemand qui mène une excellente politique, qui est la politique du front unique à ce moment-là, et qui se disent, bon, on est parti tout seul à ce moment-là, et en discutant avec l'international communiste, etc., ils se disent, bon, on va peut-être y aller ensemble, parce qu'avant, quand on y a été tout seul, on s'est un peu fait défoncer. Donc ils vont avoir une politique de front unique, de dire, en fait, nous voulons l'unité des organisations du mouvement ouvrier pour défendre les intérêts des salariés. Ça, c'est la première chose. Et quand ils vont le proposer, ils le proposent à l'échelle nationale, en disant, le SPD, les syndicats, nous, on doit s'unifier pour défendre l'intérêt des travailleurs. Et en même temps, ils vont mener cette politique à la base, en proposant aux autres militants syndicalistes, en diffusant même parfois des lettres ouvertes pour expliquer leur politique là où ils sont, en disant nous on propose l'unité. Alors le premier cas où ils le font, c'est des cheminots. Voilà, le gouvernement veut licencier des cheminots, voilà, pour faire des économies, donc eux ils disent non c'est pas possible, on propose un front unique. Les syndicats sociodémocrates, eux ils étaient directs en mode non on va négocier. Et vous avez un syndicat politique, voilà, qui est en fait plutôt conservateur à la base, qui dit ah, mais c'est un peu abusé quand même, il va y avoir des licenciements, 25%, tout ça, ça fait beaucoup. Donc on va s'y opposer. Ils tentent de s'y opposer, donc vous avez le Parti communiste qui dit bah d'accord, c'est pas des révolutionnaires, mais on va les appuyer. On va les appuyer très massivement, ensemble, on va leur proposer une politique, et surtout on va proposer aux autres secteurs de mener cette politique avec nous. Comme c'est les seuls à mener cette politique à la fin, parce qu'en fait, même le syndicat dit apolitique va céder, alors que vous avez des milliers de cheminots en grève, en fait, vous avez les travailleurs des chemins de fer qui se rendent compte qu'en fait, les seuls vrais qui défendent leur intérêt en tant que salariés, en fait, c'est le Parti communiste. Et ça, ils vont multiplier ces expériences à l'échelle nationale, à l'échelle locale, et systématiquement en posant une autre question, qui est de dire nous on veut les augmentations de salaire, on veut l'arrêt des licenciements, on veut la fin du chômage, mais quand même, on veut un gouvernement ouvrier. Voilà, on voudrait un peu le pouvoir. Alors le problème, c'est que la définition du gouvernement ouvrier qu'ils donnent, elle n'est pas très claire. Mais tellement pas claire, c'est-à-dire que même leurs militants ne comprennent pas ce que c'est. Vous en avez qui disent gouvernement ouvrier ? Bah ouais, je sais ce que c'est. C'est la dictature du prolétariat, les travailleurs, en conseil, armés, qui défendent leurs intérêts. Les autres, ils se disent, bon, ça doit pas être ça. Sinon, on n'aurait pas dit gouvernement ouvrier. Ça doit être un gouvernement, genre on est élu, du KPD.
Et vous en avez d'autres qui se disent non, c'est pas ça. Ouais, sinon on aurait mis gouvernement communiste. Donc ça doit être un gouvernement avec toutes les organisations du mouvement ouvrier. Et donc en fait, ça c'est quelque chose qui n'est pas très clair là-dedans, mais surtout qui va avoir une conséquence, c'est comme c'est pas clair, bah, à un moment donné, même les travailleurs ne peuvent pas s'en saisir. Mais donc par contre, vous avez cette explosion de grève, une démonstration à une large échelle que le Parti communiste allemand est l'organisation de masse utile aux travailleurs. Cette situation de crise, elle va pousser même plus loin les cadres de conseils ouvriers. C'est-à-dire que ces conseils ouvriers qui existent encore, qui étaient créés en 18, qui sont encore là en 23, ils vont devoir faire autre chose. Ça va pas être juste la grève. À un moment donné, ils vont dire bah, les prix augmentent trop, mais en fait, on n'a pas le contrôle des prix. Bah, c'est pas nous qui décidons des prix. Donc peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans les boutiques et on va baisser les prix. Donc ils arrivent, ils regardent les prix trop hauts et ils font ah non, ça c'est pas possible. Ils rentrent avec les ceintures ouvrières, ils ferment la boutique, ils changent les prix, et ils la rouvrent en contrôlant. En disant voilà, c'est ça qu'on peut payer, on ne paiera pas plus. Bon, sachant que c'est une situation incroyable. C'est-à-dire que dans une journée, vous pouvez avoir des prix qui augmentent 2 à 3 fois dans une simple journée. Ah, donc, votre salaire, il est en brouette. Vous savez, il y a certaines usines, vous avez une brouette de billets en salaire et vous allez directement acheter parce que les prix évoluent tellement vite que si vous attendez 2-3 heures, bah, en fait, vous avez perdu votre salaire. Et vous pouvez, au lieu d'acheter du pain et un œuf, vous achetez même plus de pain. Voilà. Donc c'est clairement ça, la situation. Une auto-organisation très importante. Et en même temps, du coup, une lente évolution de la classe ouvrière vers la gauche qui fait une expérience avec le Parti communiste allemand. Parti communiste allemand qui a, du coup, des centuries ouvrières, qui les défend, et qui le défend à l'échelle nationale. Et donc dans cette situation, vous allez avoir l'apparition, ce qu'on va dire fin été, à la fin de l'été, l'explosion des grèves, la question de l'augmentation des prix, la force du Parti communiste allemand, la radicalisation, elle va poser un truc simple, c'est que le gouvernement Cuno, il continue sa politique, voilà, antisociale, de licenciement, compromission en plus avec l'occupation de la Ruhr, mais je ne vais pas rentrer là-dessus. En fait, le Parti communiste allemand va dire, bon, on va appeler à la grève générale, et on va dire, il faut renverser le gouvernement Cuno. Voilà. Et donc, il propose ça à toutes les organisations. Les travailleurs sont prêts, hein. Voilà, le nombre de grèves explose, etc. Voilà, les travailleurs sont largement prêts. Le Parti social-démocrate, le 10 août, il vote le plan antisocial du gouvernement Cuno. Le 12 août, et il n'y a personne qui répond voilà, au Parti communiste. Et donc, en fait, ils vont appeler un congrès des conseils. En disant, bon voilà, si personne ne veut faire avec nous, ben on va appeler aux militants les plus sincères du côté de la classe ouvrière de mener notre politique pour s'organiser, etc. Et ils vont appeler un congrès des conseils ouvriers à Berlin à ce moment-là pour dire ben, comment on fait pour dégager Cuno. Ils appellent à la grève générale. C'est plutôt une réussite. Voilà. Le gouvernement Cuno tombe. Et le problème, c'est que la perspective qui était donnée, c'était abattre le gouvernement Cuno. Le gouvernement Cuno est tombé. Bah tu fais quoi après? Et bah ils avaient dit, ouais, gouvernement ouvrier. Ouais, mais comme personne ne comprend ce que c'est, bah pouf, les gens arrêtent la grève petit à petit, même si ça continue un peu quelques jours après. Mais en fait, comme personne n'a compris exactement ce qu'il fallait après qu'il soit tombé, bah en fait, vous avez un retour aux élections, institution normale, et un petit retour à la normale. Et là, bon, là, tout le monde comprend que la situation, elle a un peu changé. Il n'y a qu'une personne qui ne comprendra pas. Voilà. C'est Radek, le dirigeant du Parti communiste allemand, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la sortie de l'été, le Parti communiste allemand, selon les chiffres les plus bas,
c'est 600 000 militants. Ils contrôlent 40% des syndicats au bas mot. C'est-à-dire que ça évolue tellement vite que par jour, vous avez des sections syndicales qui rejoignent le Parti communiste allemand. Voilà. C'est un parti de masse. Et donc, du coup, vous allez avoir quelqu'un d'un peu intelligent, Trotsky, qui à l'échelle internationale va dire « Bon, là, il va falloir peut-être poser la question de l'insurrection, quoi. Là, on est peut-être prêt, on a tout. Il va falloir y aller, parce qu'en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines zones en Allemagne, c'est la classe ouvrière quasiment qui dirige. Parce qu'il y a 2 gouvernements ouvriers, c'est pas ces gouvernements ouvriers qui dirigent. C'est pas vrai. Par contre, c'est la force des conseils ouvriers et de soldats et des centuries sur place qui sont capables dans certaines villes d'imposer un vrai pouvoir des travailleurs. Voilà, vous avez ces éléments. Et en fait, vous avez un parti communiste allemand de masse, des centuries ouvrières quasiment officielles, voilà, des armées rouges, en fait, qui existent. Et du coup, Trotsky se dit, bon, allez gars, on pose une date, on va dire le 7 novembre 23, on fait l'insurrection. Mais comme la direction du Parti communiste allemand, avant, quand elle avait pris des initiatives comme ça, elle s'était plantée. Parce que ça ne correspondait pas à la situation, bah, elle va être toujours dans la même logique. Toujours. De se dire, bah non, mais nous, on a fait le front unique pendant des années, là. Pour l'unité des travailleurs, des organisations du mouvement ouvrier. Sauf qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, à une échelle de masse, en vrai, les travailleurs avaient déjà rejoint ce parti, soit d'un point de vue organisationnel, soit d'un point de vue d'être en capacité de les suivre. Et donc, en fait, ils vont faire un plan d'insurrection. Enfin, je l'ai eu sous mes yeux, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a 8 versions de plan d'insurrection quand même écrits, voilà. Et ils disent, bon, du coup, on a ces gouvernements ouvriers, on sait que le gouvernement, il va en finir avec ça, donc ils vont les attaquer. Et en les attaquant, on va faire un congrès des conseils là-bas, donc ils vont attaquer cette zone-là. Et donc, à ce moment-là, on va appeler, dans le cadre du congrès des conseils, un soulèvement armé. Et là, on va appeler à une grève générale. Et là, on va prendre le pouvoir à ce moment-là. Donc, ils préparent l'insurrection armée de manière militaire, etc. Ils sont, voilà, ils cherchent des armes, etc. Et tout. Ils arrivent au congrès des conseils, ils hésitent. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que dans la salle, bah, ils ne sont pas majos. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tellement fait le taf d'être en capacité d'être majoritaire dans l'ensemble des conseils ouvriers, etc. à l'échelle nationale. Et donc, en fait, ils vont faire un truc, ils vont voter une motion de synthèse. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire, bah, on prend le pouvoir, sachant qu'ils étaient 40% sûrs au vote de gagner. Enfin, à 40% à voter leur motion pour l'insurrection. Donc, vu la situation, tu proposais l'insurrection, c'était majoritaire. Hein, tu étais un peu clair, tu disais, pouf, on fait l'insurrection. Voilà, c'était quasiment assuré d'être majoritaire. Et en fait, ils votent une motion de synthèse. L'armée arrive, entoure le congrès, et là, ils se disent, bah, notre plan, c'était on se fait attaquer, on appelle à la grève générale. L'armée ne fait rien. Elle se pose. Ils hésitent. Tout le monde savait que ça se discutait, l'insurrection armée. Et en fait, vous n'aurez rien. Rien. Juste en bourg qui se soulève parce qu'ils ont oublié d'être prévenus qu'il ne fallait pas le faire. Voilà. Mais c'est la situation, c'est une des situations où, en fait, clairement, le pouvoir de la bourgeoisie, c'était un château de cartes, et il y avait juste une pichenette à mettre. Et c'était fini. Les travailleurs étaient au pouvoir. Alors, et je vais conclure là-dessus, c'est, vous avez l'expérience de la Révolution allemande, c'est la compréhension du rôle central de la grève générale. L'évolution de la conscience, de classe, dans un mouvement de masse. Se libérer du temps pour avoir des cadres d'auto-organisation, de conseil, de décision. Une puissance de frappe capable de démonter le pouvoir économique et politique de la bourgeoisie. Mais que ça ne résout pas tout. Ça ne peut pas tout résoudre. La grève générale en elle-même ne résout pas l'ensemble des questions. Il faut un parti. Il faut un parti avec une vision claire, un programme pour donner des armes aux travailleurs
quand ils se soulèvent, quand ils sont en grève, pour en finir avec cette société. Mais surtout un parti qui a déjà fait ses armes. Quand vous pensez qu'en Allemagne, la Ligue spartakiste en 1918, c'est 12 000 personnes, le KPD, le Parti communiste, c'est 12 000 personnes, et que 5 ans plus tard, ils sont à la tête d'un parti de masse, avec des organisations armées connues, reconnues, on voit l'évolution quand on fait des démonstrations de son utilité. Il faut ces aspects-là, qui a fait ses armes, qui évite les pièges, mais un parti de militants qui sont capables d'être reconnus par leur milieu, parce que c'est ça aussi qui a permis que le Parti communiste augmente en termes de poids dans la classe ouvrière. Un parti des militants qui sont en capacité de prendre des initiatives et de comprendre ce qui se passe dans la tête des travailleurs. Et c'est aussi une question qui est simple, celle d'une direction qui n'hésite pas, qui n'oscille pas, qui ne fait pas l'exact inverse systématiquement de ce qu'elle a fait. Bon, on est payé pour connaître ces débats dans nos organisations, mais c'est un peu ça. C'est des directions qui sont capables de comprendre qu'à des moments, en fait, il faut changer de politique, mais qu'à des moments, en fait, la politique qui était menée a été juste, mais qu'elle ne correspond plus à la situation. Voilà. Et c'est comprendre aussi que dans ces cadres-là, la conscience de classe, ça va vite. Ça va vite, mais ça va vite uniquement si vous avez des organisations et des militants qui sont capables, en fait, de faire tirer les bilans, de faire avancer cette conscience, de pointer les éléments qui sont, voilà, qui permettent de la faire évoluer et de poser la question du pouvoir. Et c'est aussi comprendre le rôle d'une internationale, parce qu'en fait, à la dernière période, c'est l'internationale communiste. Voilà, il y a un lien direct avec le Parti communiste allemand, voilà, très important. Donc, comme vous avez l'évolution de l'internationale communiste, voilà, ça se passe pas très bien, puisque c'est plus trop une bonne orientation à ce moment-là. Mais clairement, le Parti communiste allemand est en capacité, un lien international avec des militants et qui ont permis aussi de le construire. Et c'est aussi comprendre que, et je finis là-dessus, que quand vous avez loupé cette période, voilà, même Trotsky l'écrit, c'est que jamais il n'y a eu, et jamais peut-être il n'y aura encore de telles situations où la prise du pouvoir était si simple, où vous aviez des partis aussi massifs avant la prise du pouvoir. En fait, il y a une évolution simple. Les travailleurs, ils ont dit, au début, on va croire le SPD, le Parti social-démocrate. Après, on va croire le Parti social-démocrate indépendant. Après, on va suivre les communistes. Et eux, ils nous ont tous déçus. Et en fait, vous allez laisser l'espace, en fait, à l'extrême droite. Et c'est en partie, je dis en partie, l'échec de 23 qui expliquera en fait la montée du nazisme de l'extrême droite en Allemagne. Voilà, c'était pour plomber l'ambiance à la fin, quand même.